pendant plusieurs années journaliste. Puis j'étais continuellement frustré de ne pas comprendre ce qui se passait. Je devais faire la couverture, par exemple, de conférences de presse ou de conseils municipaux, de grèves et ainsi de suite. Et je ne comprenais pas les rapports de force. Je ne comprenais pas les enjeux. Je ne comprenais pas ce qui sous-tendait, ce qui était derrière tout ça. Et l'obligation de produire les papiers jour après jour, sans avoir du temps pour prendre du recul, pour essayer de comprendre, pour essayer de se documenter. À un moment donné, j'ai dit, ça suffit, je vais à l'université, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a des injustices dans la société, pourquoi il y a des inégalités, pourquoi il y a de la richesse, de la pauvreté, à l'échelle locale, puis à l'échelle mondiale. Alors je suis arrivé, je pense que j'avais 24 ans quand j'ai commencé l'université, en me disant, cette fois, j'arrête quand je serai allé au bout de mes capacités puis au bout de mes questions. Je suis jamais sorti. J'avais le choix entre... en fait, j'ai fait une demande d'admission à l'Université de Montréal en droit et en sciences politiques. Et j'ai choisi sciences politiques sans trop savoir vraiment ce que j'allais y trouver. Mais j'ai rapidement compris que ce que je cherchais se trouvait là. Et ce que j'ai appris là, c'est que l'esprit critique, c'est quelque chose qui est pas seulement instinctif, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'éduque, qui se nourrit. Et quand j'ai découvert ça, après ça, j'étais, pour ainsi dire, accro. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques et finalement, j'ai fait un doctorat en sociologie ici à l'Université Laval. En fait, je ne peux pas dire que j'ai une passion pour le Grand Nord. J'appellerais pas ça comme ça. Ce qui s'est produit, c'est qu'au moment où je suis arrivé dans le Nord par un concours de circonstances, j'ai découvert pour moi-même, pas parce que c'est une grande découverte, mais j'ai découvert parce que je ne le savais pas tout simplement, qu'il y avait un tiers-monde chez nous. Et comme j'essayais de comprendre pourquoi il y avait des inégalités sociales à l'échelle mondiale, je me destinais plus ou moins à l'étude des relations internationales, mais j'aimais pas tellement le milieu. À l'Université de Montréal, les gens qui se destinaient aux relations internationales, c'est beaucoup des gens qui voulaient faire de la diplomatie. Et c'était pas du tout ce que je recherchais. Alors, j'ai atterri dans le Grand Nord à peu près par pur hasard. Et j'ai compris immédiatement que c'est là que j'allais travailler. Le premier défi, c'était de comprendre ce que j'avais devant les yeux, parce que c'était a priori incompréhensible, parce que je savais à peu près rien du Grand Nord. Ce que je savais, c'est que les habitants du Grand Nord étaient des nomades, alors que ce que j'avais devant les yeux, c'était des villages qui étaient naissants, organisés et caïn-caha. Et je voulais savoir d'où ça venait, cette affaire-là, comment ça se fait qu'il y avait des villages. Et quand je suis revenu de mon premier voyage dans le Nord, j'ai cherché dans la littérature scientifique et j'ai trouvé très peu de choses. Beaucoup d'anthropologues qui sont devenus des collègues avaient travaillé, continuaient à travailler sur les questions de culture traditionnelle, sur la cosmologie, sur la mythologie, et ainsi de suite, sur les traits ethnographiques passés qui perdurent aujourd'hui. Mais des explications sur ce que j'avais devant moi, ça j'en ai trouvé très peu. J'ai trouvé deux auteurs, 2 ou 3 auteurs disons, et un d'entre eux était Jean-Jacques Simard. Et c'est ce qui explique pourquoi je suis venu à l'Université Laval. Essentiellement, les grandes inspirations théoriques sont venues de la littérature classique, de la division du travail social par exemple. Des travaux de Durkheim, des travaux de Weber en sociologie économique. Je me suis beaucoup situé là-dedans pour essayer de comprendre justement les rapports de force entre les institutions de la société, cette espèce de choc de plaques tectoniques entre la société occidentale, l'organisation industrielle, l'organisation scientifique du travail, et la généralisation des grandes institutions, comme le salariat, comme la consommation marchande, par exemple. Et d'un autre côté, la société, disons, traditionnelle, autochtone,
où ces institutions-là ont eu un effet extrêmement important et continuent à transformer la société. Ce à quoi on assiste depuis cette période, depuis une trentaine d'années, c'est une espèce de surplace et les seules impulsions majeures dont on a pu être témoin ont été la plupart du temps le fait de la volonté des collectivités autochtones, des leaders autochtones, pour transformer, pour changer la donne. Et ils ont été, pour ainsi dire, obligés de réagir à l'avancée du développement industriel, du développement à grande échelle des ressources du territoire. C'est un peu ce qui explique la situation. Mais politiquement, les choses en dehors de ce cadre-là ont très peu évolué. On est encore à remettre en question aujourd'hui dans le discours, sans que ça soit fait dans la réalité, la loi sur les Indiens et ses principales institutions. Mais avant que les choses se fassent, avant que les choses se fassent par la volonté gouvernementale, il va se passer encore quelques décennies. Je peux vous dire qu'il existe des différences importantes dans la capacité d'insuffler des changements chez les Autochtones à travers le pays. Dans l'Ouest canadien, par exemple, il existe des communautés de Premières Nations où on a adopté une constitution qui d'ailleurs commence exactement comme la Constitution américaine. On a adapté les institutions traditionnelles comme les conseils de clan, appelons-les comme ça, et à travers ces conseils de clan, on solutionne les problèmes qui, autrement, à travers les institutions comme les conseils de bande, ne se solutionnent pas, au contraire. Alors que les conseils de bande sèment plus ou moins la zizanie entre les clans, les conseils de clans, à cause des règles traditionnelles de gouverne, parviennent à trouver des solutions à des problèmes. On va assister à davantage de ce qu'on connaît déjà, à cause du cadre institutionnel, de la distribution des pouvoirs dans laquelle se déploie pas l'organisation, mais le développement économique à grande échelle des ressources. La principale caractéristique de ce développement massif, c'est que les populations locales ont à peu près rien à dire, sauf de manière décorative. Et ce qu'ils ont à en tirer, outre du saupoudrage d'impact, de retombées économiques, parce que les principales retombées économiques ne sont pas dans la région, c'est les retombées néfastes sur l'environnement. Alors, la situation actuelle, c'est que les pouvoirs en matière de développement économique reposent dans une province comme le Québec au gouvernement provincial, mais dans un gouvernement territorial comme au Nunavut, par exemple, ça repose au gouvernement fédéral et très peu au gouvernement territorial. Et jamais ces pouvoirs de décision ne sont du ressort, du domaine, de la compétence des gouvernements régionaux. Les grands changements, c'est les changements qui sont introduits depuis quelques décennies à peine, comme la généralisation de la consommation marchande et le crédit à la consommation qui vient avec, et l'obligation du travail salarié, la vulnérabilité face aux situations de chômage, et ainsi de suite. On assiste là, à cause de la pénétration de ces grandes institutions-là, à une transformation des rapports sociaux à l'intérieur même des collectivités, puis une transformation des rapports sociaux, même à l'intérieur des familles, à une transformation de la représentation collective, de la place des Autochtones dans l'univers, puis de la place des individus à l'intérieur des échanges. Alors ça, c'est les grands machins, les grandes tendances. Ceci dit, il existe une telle chose que la révolution numérique, ça touche aussi les Autochtones. Là où est-ce qu'on est susceptible de voir un impact plus immédiat, c'est, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas dans le télétravail ou
la télémédecine ou ce genre de machin, mais c'est plutôt, à mon avis, dans les relations qui sont nouées entre les générations montantes, les jeunes élites, qui, ayant été éduqués aussi à la pensée critique, sont capables de démarrer des mouvements un peu sur le modèle de ceux qu'on a vus ces dernières années. Les mouvements Occupy Wall Street, par exemple. C'est ce qu'on a vu avec Idle No More, et à mon avis, ça, c'est quelque chose qu'on va voir encore exploser plus systématiquement qu'autrefois. Jusqu'à maintenant, quand on entend parler dans la presse des Autochtones, pendant des décennies en tout cas, ça a été toujours à cause de crises spontanées ou de crises très très localisées, comme la crise d'Oka ou une route bloquée, par exemple, pour empêcher les compagnies forestières de sortir le bois, et ainsi de suite. Idle No More, c'est un autre modèle, où là on assiste à une espèce de systématisation de la contestation à une échelle qui dépasse une réserve, qui dépasse une nation, qui touche pas l'ensemble du Canada, mais qui s'étend au-delà des frontières des réserves et des nations autochtones, qui s'étend même au-delà des frontières du Canada. Les formes de systématisation auxquelles on assiste, qui sont dues à la transformation opérée par l'éducation. Il y a aussi une systématisation de l'appropriation par les élites montantes autochtones du milieu des affaires. Et ça, on pense que ça se voit seulement à Wendake, mais c'est pas le cas, ça se voit partout. Oui, un modèle marchand, un modèle de démocratie représentative avec ses avantages et avec ses très grandes limites. Et les projets de grande envergure, comme ceux qui sont associés, en particulier par le pouvoir politique, aux politiciens, ces grands projets-là de développement économique à grande échelle ne font qu'accélérer cette appropriation plus ou moins forcée. Quand les collectivités autochtones signent des ententes leur garantissant un certain nombre de retombées, éventuellement un partage des bénéfices et ainsi de suite, il s'agit là d'un coup d'accélérateur pour l'insertion de ces collectivités-là à l'intérieur de la société capitaliste avancée. D'abord, je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que ça va arriver, même avec toute la bonne volonté du monde. Non, ce que je pense qui est là où sont, à mon avis, les voies de changement les plus importantes, ils sont pas dans les sphères hautes du pouvoir politique. Je pense que là où il va y avoir des changements importants, une espèce de terreau dont les acquis sont susceptibles ensuite d'avoir un effet d'entraînement, c'est dans les collectivités locales qui, justement, de proche en proche, parce qu'on connaît les expériences qui sont faites ici et là, les collectivités locales qui vont décider de changer leur manière de se gouverner elles-mêmes. Et on a des exemples de ça. On est encore dans la marginalité, là, mais c'est des modèles qui sont susceptibles d'apporter des transformations très très importantes. Évidemment, si je suis sur le fond optimiste, parce que je vois que la culture politique s'est beaucoup transformée chez les Autochtones, en particulier chez les jeunes générations, parce que je vois aussi qu'on a cessé d'avoir un discours univoque où on donnait au gouvernement, aux Blancs, aux institutions exogènes, la culpabilité de tous les maux. Si je suis donc optimiste sur le fond, dans les médias, je ne peux pas dire que les perspectives sont extrêmement réjouissantes, parce que à chaque fois que les Autochtones tentent de faire des avancées, par jugement de la Cour suprême interposée, le Parlement fait la sourde oreille. Alors, c'est pas quelque chose qui est susceptible de changer très rapidement, à moins de changements. Mais comme on est depuis 30 ans dans des régimes néolibéraux, peu importe la couleur des partis qui sont au pouvoir, cette vague-là, où on s'intéresse davantage à rendre l'État le plus
petit possible, le plus efficace possible pour supporter le développement de l'économie libre. C'est pas certain qu'on s'intéresse beaucoup aux questions sociales et que ça devienne des priorités. Je vous en prie, je vous invite à lire Recherche sur les graphiques si vous voulez en savoir plus sur le plan d'or.